Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour et bienvenue sur Accès Libre. Aujourd'hui, à l'occasion du 28e anniversaire de l'inscription de la Casbah sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Accès Libre a décidé de s'intéresser à un point bien particulier du problème posé actuellement pour la réhabilitation de la Casbah, qui est le problème des litiges, de l'héritage des bâtisses au sein de la Casbah. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Moustapha Mazzouz. Oui, tout le plaisir est pour moi en tout cas. Écoutez, le plaisir est réciproque. Monsieur Moustapha Mazzouz, vous êtes juge international des règlements des litiges auprès du tribunal international de Londres. Oui, c'est bien ça ? C'est bien ça. Très bien. Alors, il y a à la Casbah des propriétés individuelles et des propriétés waqf. C'est bien ça ? Oui, bon, écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais vous dire. D'ailleurs, c'est ça le malheur du patrimoine que nous avons à la ville d'Alger. Et la propriété, elle est soit privée, soit publique. Mm-hmm. D'accord. Et après, dans la propriété privée, vous avez, je dirais, trois modes. Vous avez ce qu'on appelle le milk, et vous avez la harsh, la rushiya, et vous avez ce qu'on appelle le habous ou le waqf. Et là, nous ne parlons pas d'Arushiya parce que finalement, ça concerne les terres agricoles, c'est dans les hautes plaines, et ainsi de suite. Et nous allons nous restreindre à la propriété milk, et nous avons parlé aussi de l'habous ou le waqf. Et vous avez la propriété publique, et cela, on en parlera aussi, parce que ça a une histoire qui démarre depuis 1830 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi une propriété waqf ? Alors, la propriété waqf, ce qu'on appelle l'habous, معناه الإنسان, je vais vous le dire en arabe, يعني المالك الأصلي حبس الاستنفاع من الملكية على des générations, c'est-à-dire la descendance نتاعو jusqu'à extinction de la descendance. معناه هناك استنفاع usufruit de ce que donne cette propriété jusqu'à extinction de la descendance. Voilà un petit peu le معنى تاعها. C'est-à-dire que ça ne peut pas se vendre, ça ne peut pas changer de propriété ou de qualité de propriété ou de propriétaire. Elle reste dans l'état pour l'usufruit de la descendance du propriétaire initial. Et alors, dans ces conditions-là, il y a un problème qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, si un bien waqf a été versé dans le domaine public, est-ce qu'il peut être récupéré par les descendants, par exemple ? Eh bien, écoutez, voilà, ça c'est l'une des questions qui est revenue souvent ces derniers temps depuis que nous avons commencé à parler de l'établissement du rapport à transmettre à l'UNESCO dans ce cadre précis. Là, si vous permettez, je vais revenir un petit peu en arrière pour mettre en place un petit peu le cadre de la pièce théâtrale shakespearienne. Elle dure depuis longtemps. Justement. Alors voilà. C'est pas une pièce en 3 actes, c'est une pièce en 50 actes parce que ça se termine pas. Ça se termine pas. Absolument. En 1830, il y avait dans la Casbah d'Alger, il y avait moins de 3000 constructions. Si je parle de construction, je parle aussi du terrain foncier sur lequel sont bâties ces constructions-là, qui appartenaient je vais parler entre guillemets, aux autochtones. On parle d'autochtones, c'est des personnes de souche qui ici étaient à la Casbah d'Alger. Et je précise bien, je ne dis pas algérien parce que n'existait pas à l'époque, et je ne dis pas musulman parce qu'il y avait les confessions musulmanes et judaïques. Donc, en 1830, c'était le cas. Donc, le tableau est posé, et en 1846, une grande partie est passée d'un propriétaire à l'autre, soit par l'expropriation pour utilité publique, due à l'ouverture des voies, à l'alignement des constructions, ou bien par l'expropriation par le dû juridique, dû à l'usufruit et la récupération de ces biens parce qu'il y avait des dettes non réglées par les propriétaires initiaux dues à l'usufruit et la pose du bien hypothécaire, du bien comme hypothèque, comme garantie hypothécaire. À ce titre,
nous sommes, pour vous donner une idée sur l'immensité du chantier qui a été ouvert, c'est que de 1830, nous étions à moins de 3000, entre 2800 et quelques à 3000 Bâtisse. bâtisses, donc parcelles aussi, et nous passons aujourd'hui à moins de 800 dans les 500-600 bâtisses construites avec un état de dégradation plus ou moins avancé suivant la situation. Alors, si nous regardons un petit peu plus près, depuis qu'il y a eu classement de la Casbah d'Alger comme patrimoine universel par l'UNESCO. Là, nous avons une carte de 2008, c'est le PPM VSS, et qui précise la nature des propriétés à la Casbah. Donc il faut situer pour les gens qui nous écoutent que la Casbah, vous avez la basse Casbah et vous avez la haute Casbah. Petite précision, les bâtisses sont généralement vers la haute Casbah, c'est ça? En vérité, les bâtisses initialement prenaient toute l'immensité du périmètre, jusqu'au ce qu'on appelle nous les fortifications. Après, les Français sont donc les Européens. À l'arrivée des Européens, ils ont ouvert donc des voies d'accès, des voies d'accès qui avaient une double vocation. La première, c'était pouvoir pénétrer à l'intérieur de cet enchevêtrement de ruelles. Le deuxième était permettre l'expropriation des propriétaires autochtones et installer déjà les prémices d'une occupation européenne de cette citadelle. Et ce qui a été fait d'ailleurs. Donc finalement, ces expropriations n'ont pas touché seulement les autochtones d'origine, donc de confession musulmane, mais ont touché aussi ceux qui étaient de confession judaïque. Donc on voulait mettre des chrétiens, surtout des chrétiens au sein de la Casbah. Grosso modo, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Et je dirais qu'ils ont réussi, parce qu'en 1846, il y a eu un état de fait où une grande partie a été passée d'une main à l'autre. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier acte. Mais le deuxième acte était comment donner un caractère juridique et légal à tout cela. Les Français ont bien sûr francisé les archives hypothécaires, ont francisé bien sûr les actes de propriété et les actes de notoriété. À partir de là, il y a eu des actes, donc ils ont mis en place tout un système notarial de reconnaissance et ils ont implanté et je dirais cadastré, bien sûr d'abord la Casbah d'Alger, identifié les parcelles et les propriétaires, identifier la valeur vénale de ces propriétés, et tout cela est transcrit dans les archives hypothécaires. Deuxième élément, du moment que les origines de ces propriétés remontaient à avant 1830, donc c'était les caïds qui faisaient les actes, ce qu'on appelle les sous-seins privés. Donc finalement, pour le faire, ils ont été obligés de reprendre ces actes-là en, bien sûr, transcrivant fidèlement le contenu de ces actes, à savoir, c'est une propriété qui est passée de ce propriétaire à ce propriétaire à ce propriétaire jusqu'à tel descendant. Historique. Et ça, c'est très important pour nous, pour ce que nous allons entamer après comme discussion. Alors, là, il y a eu donc la propriété privée, il y a eu, bien sûr, l'occupation par les Européens de la Basse Casbah, parce que lorsqu'ils ont ouvert les voies, donc ils ont dégagé des axes, ils ont dégagé des parcelles qu'ils ont occupées. Le reste, donc ils ont installé ce qu'on appelle les immeubles de rapport, ce que vous voyez, les immeubles de rapport à la Mirotée en bas, et qui ont enclavé, qui ont un petit peu été un élément réducteur et une façade européanisée de ce qu'était la Casbah à l'époque. Après, cet élément ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu en parallèle d'autres ouvertures de voies jusqu'à la rue Rondon, là où il y a maintenant Jamal Yahoud, ce qu'on appelle Jamal Yahoud entre guillemets, et ainsi de suite. La propriété individuelle est restée cloîtrée donc, au niveau de la Haute Casbah. La Basse Casbah a connu donc un passage de propriété des autochtones vers les Européens, donc une grosse partie c'est des Européens, privés ou publics. Et nous avons bien sûr, dans tout ce magma-là, nous avons les mosquées, nous avons les madaris al-Qur'aniya qui étaient habous, bien sûr, de par le fait que les propriétaires initiaux voulaient que ça se perpétue et qu'on sadaqa jariya alayhum. Donc finalement, waqfou la propriété à ça. Maintenant, il n'y avait pas que ça. Le habous ou le waqf ne concernait pas seulement la propriété versée par rapport à la fonction qui était théologique, mais aussi il y avait les propriétés privées. Et cela, on en a beaucoup.
La carte que j'avais présentée, et je remercie les institutions qui me l'ont mis à ma disposition, montrait qu'il y avait une grande partie aussi, plus de 20%, qui était d'origine, en 2008, d'origine inconnue. C'est-à-dire que si nous parlons d'origine inconnue, ça veut dire que nous n'avons pas eu accès, les gens qui ont établi cette carte n'ont pas eu accès à l'archive hypothécaire permettant d'identifier les propriétaires. Et on reviendra sur l'accès aux archives. Oui. C'est aussi un autre problème qui est posé. Oui, exact. Beaucoup de propriétaires, de descendants, n'arrivent pas à justifier la propriété parce qu'ils n'ont pas accès. S'ils n'ont plus de papier, ils n'ont pas accès aux archives, alors que tout est notifié au sein des archives. Eh ben, c'est justement parce que la grande partie des archives sont toujours en Algérie. Une petite partie a été transbahutée par la Méditerranée, mais une grande partie est là, elle est bien tenue, elle est très très bien tenue, elle a été numérisée aussi, que ce soit ici à Alger, que ce soit à Blida, à Oran ou là à Sétif aussi, nous avons des archives hypothécaires qui sont là. Et lorsque je parle d'Alger, si vous permettez, j'aimerais que Alger on ne focalise pas seulement sur Alger, parce que Alger ce n'est pas l'Algérie, mais Alger fait partie d'un ensemble. Vous avez Annaba, vous avez Oran, vous avez Tlemcen, vous avez Blida, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de parler maintenant actuellement, des soulevés comme problème, vous allez multiplier sur toutes les villes, les grandes villes qui ont connu, qui avaient un passé et qui ont été occupées et qui ont été, je dirais, triturées par l'occupation pour en faire un petit peu des accointances coloniales par rapport à leurs besoins militaires ou civils. Voilà, c'est un petit peu pour situer les choses. Maintenant, pour revenir un petit peu au sens de la question initiale, la propriété individuelle, elle est différenciée donc milk ou habous. Le habous, c'est moqf al-milkiya, ça ne se vend pas, donc il y a l'usufruit jusqu'à extinction de la descendance. Le problème qui s'est posé et qui se continue de se poser, et j'ai eu beaucoup de cas de questions et de questionnements par rapport aux gens qui nous ont suivi le webinaire de Mme Nehla concernant art et patrimoine, ou qui ont soulevé le cas. Je pense un questionnement précis. Une personne elle est en France depuis des générations. Donc, ses parents et ses grands-parents ont habité à la Casbah. Elle pas, ses enfants non plus. Elles ont 2 propriétés. Une des propriétés, elle est emmurée, vous voyez la photo, et maintenant, elle est complètement emmurée, mais à l'intérieur, c'est un dépotoir. Le deuxième élément, et elle est toujours à la recherche d'un livret foncier pour pouvoir prétendre à la propriété de cette parcelle. La deuxième est une propriété dont l'usufruit sur 99 ans, et pour laquelle aussi, elle ne peut pas accéder parce qu'elle n'a pas les éléments d'archive ou les éléments de propriété prouvant sa propriété ou souvent les usufruits. Donc vous voyez que finalement, une grande partie de ces parcelles ne peuvent être réhabilitées ou restaurées ou revitalisées ou remises en l'état ou bien même, rénovées ou reconverties tant qu'il n'y a pas la base juridique qui leur permettrait d'accéder à cette propriété. Et c'est là le nœud gordien de toute cette histoire. Alors la question c'est pourquoi, alors que les propriétés sont archivées, on ne laisse pas les gens pouvoir avoir accès à leur titre de propriété, par exemple. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps de ça... Est-ce qu'il y a une volonté derrière tout ça, en fin de compte, que les gens ne récupèrent pas leurs biens à la Casbah? Justement, j'y arrive. Donc, il y a eu jusqu'à très dernièrement... Vous savez, on a un souffle de catastrophe provocateur à courir sur Alger, lorsqu'on a commencé à dire les Français qui avaient des propriétés à Alger sont en train de revenir et de récupérer leurs biens par voie de justice. On ne l'a pas dit seulement pour la Casbah, on l'a dit pratiquement pour grosso modo. Tout l'immobilier sur Alger, on a dit que... Alger et en Algérie. Absolument. Voilà. Là, il faut que je précise une chose très importante. En 1963, il y a eu une loi d'expropriation et faire rentrer le patrimoine donc foncier immobilier laissé par les Français qui sont partis, je précise bien, et le verser dans les biens vacants. OK. Maintenant, les gens sont bien après. Certains propriétaires initiaux, je dirais, à l'époque d'avant l'indépendance, sont revenus pour demander par le biais d'avocats ou par le biais de notaires, ainsi de suite, de demander une traçabilité et de demander des facsimilés de ces propriétés, de ces fiches hypothécaires. Ces actes de propriété qu'ils ont obtenus, avec lesquels ils ont commencé à intenter des actions en Europe ou en Algérie par le biais de ces éléments qu'ils avaient en main.
les juges, bien sûr, ne pouvaient juger que sur pièce. Et ça posait un problème. Puisque finalement, comment prouver que cette personne-là a quitté l'Algérie et n'était pas restée ici? Comment prouver que sa descendance n'est plus en Algérie? Donc là, il y a eu des dispositions légales qui ont été prises et on a apposé un cachet rouge sur tous les documents hypothécaires des propriétés dont les propriétaires ont quitté l'Algérie en 62. Il faut dire qu'en 62, les Algériens avaient dit ceux qui quittent, Allahumma barik, ceux qui rihou, Allahumma barik, mais les roh, mais il y a eu l'expropriation. Mais je dis une chose, c'est que ceux qui sont restés, y compris parmi les Européens qui sont nés ici en Algérie, qui appartenaient à l'Algérie, qui étaient là, qui après 62, de facto, ont demandé la nationalité algérienne, même s'ils sont de confessions différentes. Ils sont restés, ils ont occupé leurs biens, ils continuent de les occuper et de les utiliser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Certains sont décédés, leurs descendants sont toujours là, et il n'y a eu aucun problème. Alors, si je suis votre raisonnement, si je suis le raisonnement que vous élaborez, est-ce qu'on ne veut pas laisser les gens, les propriétaires, aller chercher une trace des propriétés de leurs parents ou grands-parents, parce qu'on a peur éventuellement qu'il y ait des recours à l'étranger, des actions en justice? Ça, j'aurais pu vous répondre oui il y a 2 ans de cela. On s'entende bien. Maintenant qu'il y a des cas, je dirais des Algériens qui sont formés, y compris votre humble serviteur et votre obligé, dans ce qui concerne le droit international et les finances internationales. Nous sommes accrédités par le tribunal international pour le règlement de litige, et nous en avons ceux qui sont à La Haye, nous sommes partout. Nous avons des Algériens qui maintenant maîtrisent les arcans et les méandres de la justice et les arcans judiciaires, légaux, y compris dans le foncier. Donc là, nous avons des juges et nous avons des experts juges dans ce domaine-là. Donc on n'en est plus là maintenant, puisque finalement, on avait toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est évident, c'est la nature humaine. Maintenant, on sait exactement comment désamorcer la bombe, et on peut le faire, il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est juste de la mauvaise volonté? C'est juste, je dirais, une mauvaise appréhension, et une mauvaise appréhension de ce que l'Algérie recelait comme compétences, et on n'avait pas tellement confiance dans ces compétences-là. Maintenant, ils ont prouvé que c'était le cas, et je pense que les choses vont changer dans ce sens-là. Alors on va parler de réhabilitation, puisque la Casbah, c'est réhabilitation depuis des années. Il y a encore eu, la semaine dernière, un conseil interministériel sur la Casbah pour décider d'un rapport qui doit être fait et remis au Premier ministre. La réhabilitation, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça prend autant de temps? Alors certains disent parce qu'on n'a pas on n'a pas les architectes spécialisés dans la réhabilitation, on n'a pas des ouvriers, des entreprises qui soient spécialisées dans la réhabilitation. Est-ce que ce sont que des excuses pour expliquer le retard pris dans la réhabilitation de la Casbah? Là, je vous réponds directement, parce que là, vous avez cité 3 éléments. D'abord, est-ce que c'est un problème de compétence? Ça veut dire que les architectes versés dans la réhabilitation, il n'y en a pas, ou pas assez, ou ne sont pas compétents. Vous avez parlé des moyens, et vous avez parlé des matériaux de construction, et vous avez parlé de ceci et cela. Je vais vous dire, pour ce qui concerne les architectes, les compétences, nous avons des architectes, Masha'Allah, et nous avons des architectes au sens général du terme, et nous avons ceux qui sont spécialisés, qui sont versés dans le patrimoine, ce qu'on appelle les architectes du patrimoine. Ils sont agréés et accrédités par le ministère de la Culture. Et là, ils travaillent. Il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, ils sont en train de continuer de travailler, ils donnent de bons résultats, ils sont au fait de ce qui se fait de par le monde concernant la remise, donc la restauration, la réhabilitation du patrimoine, je dirais, protégé. Ça, il faut bien préciser. Le deuxième élément concernant les matériaux. On a souvent dit que si nous devions restaurer, parce qu'il y a une différence entre la réhabilitation et la restauration, si nous devions restaurer les maisons de la Casbah, il fallait utiliser, donc là il y a des écoles, il y a une école qui dit voilà, l'important c'est de garder la façade extérieure et l'intérieur, on peut travailler avec du béton, on peut travailler avec des trucs, l'important c'est qu'on donne l'impression, le cachet qui existait à l'époque. D'accord. La deuxième qui dit non, on reste dans l'authentique, y compris dans les matériaux et la technique utilisée.
Pour ça, il y a eu un souci jusqu'à dernièrement où les matériaux, donc ça veut dire qu'on va utiliser de la brique. Si on utilise de la brique d'antan, eh ben, on ne la trouve pas seulement, sauf dans les maisons effondrées. Là, il y a eu des études qui ont été faites par le CNIRIB et par d'autres ateliers. Il y a eu même une jeune architecte qui a intervenu pour un petit peu essayer de redécouvrir la brique en utilisant des fragments de ce qui existait des briques cassées et démolies. Mais cela reste un choix, je dirais, non pas académique, mais un choix de pensée à faire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on attend de cette réhabilitation, de cette restauration? Et là, est-ce que jusqu'à maintenant, on a des sidos où on est toujours en train de se tâter pour savoir est-ce qu'on doit utiliser l'ancienne méthode ou... Casbah saison 10. Casbah saison 10. On est Casbah saison 10. La saison 9... C'est une série pour Netflix, en fin de compte, la Casbah. Exactement. Et la saison 9, il y avait Jean Nouvel qui était... Oui, alors là, l'épisode Jean Nouvel, on pourra en dire deux mots. Mais... Voilà. Et après, avant, il y avait la saison 8, il y avait les sociétés turques qui voulaient intervenir gratuitement. Et ça continue. Donc, finalement, tant que nous n'avons pas décidé politiquement... C'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire que... Est-ce que le problème de la Casbah, c'est que c'est considéré d'abord, c'est une affaire politique? Est-ce que si c'était plus géré par des politiques, mais on laissait les gens travailler normalement et sans, on réglerait le problème plus facilement et que la réhabilitation irait plus vite? Est-ce qu'on a besoin que le Premier ministre fasse un conseil interministériel pour parler de la Casbah et pour demander un projet? Un rapport, pardon. Oui, bon, parce que là, bon, je considère que l'intervention du Premier ministre et le conseil interministériel était rendue nécessaire et obligatoire par le fait que l'UNESCO, qui est un des membres de l'ONU, était dans l'expectative par rapport d'abord au classement de la Casbah comme patrimoine universel. Alors c'est intéressant quand vous dites dans l'expectative, c'est-à-dire il pense que il fallait pas la mettre sur la liste ou... Ben, elle a été mise sur la liste et heureusement ça a été mis sur la liste par le biais de militantisme et de l'engagement. On reviendra sur l'importance des associations. Je précise un mot, Bark, parce qu'il y a eu des gens qui sont intervenus dans les années 80. Il y a eu le feu Babassir et d'autres personnes de bonne volonté qui sont partis à l'ICOMOS pour dire voilà, pour défendre cette histoire. Et ils leur ont dit écoutez, revenez en Algérie, vers tout pays et essayez d'avoir d'abord le classement au niveau local. Et après, on en parlera à l'international, ce qui a été fait après. Il y a eu le PPM-CSS, il y a eu donc le classement, il y a tout ce qui a suivi après. Et nous avons la Casbah d'Alger qui a été classée patrimoine universel. Et avec, donc, bien sûr, lorsqu'on classe un patrimoine, un élément de cette importance... On est tenu de faire bien sûr. Il y a, je dirais, une posologie comme en médecine. Si on ne doit pas s'en écarter et on ne doit pas faire n'importe quoi. Et les Algériens ne l'ont pas fait. Et là, il y a eu des journées, donc il y a 2 ans de ça, une année de ça, donc à l'ORSI, une journée dédiée à la Casbah, patrimoine. Il y a eu donc les premiers experts qui étaient là, dont l'Allemand qui est intervenu lorsqu'il était dans l'atelier de la Casbah, et qui ont tiré la sonnette d'alarme. D'ailleurs, il y a eu un cri de cœur et un cri de femme pour dire, voilà, écoutez, qu'est-ce qui se passe? La Casbah était à 2800 et quelques constructions. On en est à moins de 800, c'est un problème. C'est-à-dire que finalement, si ça continue comme ça, qu'on n'a plus rien à restaurer ou à réhabiliter ou à protéger, à quoi ça sert? D'être sur la liste. Bien sûr. D'accord. Et donc l'Algérie a été sanctionnée? Non, pas encore. Pas encore. Non. Vous allez vous dire une chose, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu le conseil interministériel. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait sanction ou qu'il y ait déclassement de la Casbah. Parce qu'un déclassement de la Casbah, cela équivaudrait à dire que... L'Algérie n'est pas capable. Que nous n'avons pas. Je préfère parler de nous. Mm-hmm. Nous n'avons pas été capables de sauvegarder notre bien, notre patrimoine. Nous n'avons pas été capables de réhabiliter. Nous n'avons pas été capables, par nos compétences, de faire changer le cours de l'histoire. Nous n'avons pas été capables de faire en sorte que la Casbah, qui était un patrimoine, pas seulement un patrimoine, mais un magma sociétal, continue à vivre dans ce sens-là. Nous n'avons pas été capables de trouver des solutions à des pathologies qui finalement sont à la portée de tout le monde. Nous n'avons pas été capables de faire comme les autres. Parce que vous savez qu'au Maroc, il y a 4 ou 5 Casbahs qui ont été classés, qui sont devenus un objectif et je dirais un passage obligé pour les touristes dans le cadre du développement durable. Lorsque vous avez
avez en Tunisie la même chose, vous avez dans d'autres régions en France aussi la même chose. Ça veut dire que nous avons entre nous un trésor que nous n'avons pas su dépoussiérer pour pouvoir le mettre en évidence dans un écran qui ne laisse passer aucune, je dirais, interférence politique ou autre. Alors, grosso modo, le déclassement pend au nez de l'Algérie, donc le gouvernement est obligé d'agir rapidement, et on voit qu'il y a un retour pour s'appuyer vers les associations. La nouvelle méthode du gouvernement algérien, c'est de faire appel aux associations qui se battent depuis des années. Comme vous venez de le rappeler, ce sont les associations qui ont fait les premiers pas pour que la Casbah soit inscrite sur la liste du patrimoine. Elles ont fait par le biais de ces personnes-là, les premiers pas. Et je rappelle les grands travaux qui ont été faits par les ateliers de la Casbah à l'époque. Et je rappelle que maintenant qu'on en est à plus de 3 décades ou 4 décades, il y a eu dernièrement donc, un webinaire organisé par l'association Art, donc, dans la présidente que je salue très 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 bas donc, pour l'engagement. Il y a eu l'association Parsougat de la Casbah de Bouhired aussi, présidée par Bouhired. Il y a eu d'autres associations qui s'interviennent jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc en contact avec les citoyens. Mais on a l'impression que aujourd'hui, on essaye d'inclure, de travailler avec les associations, alors que pendant des années, on les a tenus à l'écart. Oui, parce que je vais vous dire une chose. Moi, je suis partisan de regarder en avant, pas regarder en arrière. Je dis pourquoi regarder en avant en s'appuyant sur des éléments juridiques. L'Algérie a signé la charte concernant le développement durable, les 17 objectifs. Elle est tenue de concrétiser les 17 objectifs de développement durable dans l'un et offrir un toit à tout habitant dans la pauvreté, la santé, le transport, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le 17e, qui est le plus important pour moi et sur lequel j'aimerais insister, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, qui appelle et qui oblige à faire intervenir en symbiose et en synergie les associations de société civile, tout confondu, tout secteur confondu, y compris le secteur privé, le secteur public et l'exécutif. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas un choix décidé à la dernière minute par le fait du prince, mais c'est une obligation parce que nous avons signé une charte dans ce sens-là et nous ne sommes pas seuls sur la terre. On a signé tellement de chartes qu'on n'a pas respectées. Eh bien, vous savez, je vais vous dire une chose, nous avons les meilleures lois en Europe, en Occident. On vous dit en Algérie, lorsque vous parlez de l'Algérie, on vous dit, c'est incroyable, vous avez les meilleures lois, les plus belles lois, les plus complètes, pour être précis juridiquement dans ma sémantique, les plus complètes par rapport à tout cela. Eh bien, nous comprenons pourquoi ça n'est pas appliqué. Moi, je dirais que ça n'est pas appliqué parce que, d'abord, il y a ce qu'on appelle les textes d'application qui viennent après les lois. Et lorsque vous avez des textes d'application qui ne suivent pas, il est tout à fait évident qu'il y a je dirais, des freins involontaires ou volontaires. On n'en est plus là. Maintenant, nous avons un état de fait. Pour régler cet état de fait, il est très important d'abord situer la nature juridique et ce que je dis. Donc, il faut revenir. Force reste à la loi, ça veut dire reste à identifier la nature juridique de ces biens à la Casbah pour pouvoir intervenir. Le deuxième élément, pour le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les propriétés privées, identifier les propriétaires, pas les habitants, parce que les habitants ne sont que des citoyens algériens s'ils vivent dans un cadre de salubrité, d'insalubrité. Ça veut dire que le gouvernement algérien et l'État algérien a l'obligation de lui donner un toit décent. Ça veut dire ils sont, je dirais, relogés dans le social ou dans les différentes formules qui sont mises en place, mais dans un cadre précis, en dehors du cadre où on dit on reloge les gens de la Casbah. Alors, M. Mazouz, il nous reste 5 minutes. Ah, déjà? Oui, ça passe très vite. Vous avez vu comme ça passe très vite. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une autre façon de faire jusqu'à maintenant par rapport à tout ce qui a été mis en place par le pouvoir, par le gouvernement? Par exemple, juste en parenthèse, est-ce que vous êtes d'accord qu'on désiste le ministère de la Culture sur le projet de réhabilitation et qu'on le remette et qu'on donne le dossier à la wilaya d'Alger? La wilaya d'Alger, malgré les compétences des gens qui la composent, dans les services techniques, que j'en connais pas mal d'architectes aussi, d'ingénieurs, qui sont très 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 compétents, ils ont derrière tout un bagage derrière, mais je pense que finalement, puisque nous sommes en train de parler de patrimoine, il vaut mieux revenir au ministère de la Culture. D'ailleurs, le ministère de la Culture, il compte en son sein l'ANSS, donc l'Agence nationale de sauvegarde, et vous avez aussi l'OGBC, l'Office général de gestion des biens culturels, et vous avez aussi d'autres agences affiliées
qui sont très très à même, de par la compétence, je dirais, administrative ou technique des gens qui la composent, qui peuvent le faire. Vous avez des écoles supérieures dans la recherche archéologique ou la recherche patrimoniale qui existe, et j'en connais pas mal qui sont très très à même de gérer. Donc, grosso modo, on a compris, vous n'êtes pas très favorable à ce passage du ministère de la Culture à la wilaya d'Alger. Donc, je reviens à ma question, est-ce que vous pensez qu'on a, jusqu'à maintenant, la méthode utilisée par les pouvoirs publics n'est pas la bonne? Il y a une autre façon de faire. Oui, il y a une autre façon. La première façon de dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette Casbah, primo. Parce que moi, je pense que depuis le temps... Alors ça, c'est une très bonne question. Et alors, pour vous, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on veut en faire? Ben oui. Est-ce qu'on veut en faire donc un musée? Donc c'est un patrimoine muséal, ça veut dire que les gens viennent et regardent, il n'y a aucune vie à l'intérieur. Soit on considère Bli, ça doit continuer de vivre, parce que finalement, continuer à vivre, c'est l'essence même de son classement. La Casbah, elle vit non pas par le bien, donc le patrimoine physique, mais elle vit par la qualité du vécu des uns et des autres, par ses sonorités, par ses odorats, par cette communion sociétale entre les uns et les autres. Et c'est cette vie-là qu'il faudra redonner vie. C'est cette vie-là et cette économie proche, de proximité qu'il faudra donner vie. Lorsqu'on cessera de réfléchir à la Casbah comme étant de l'artisanat, quand on cessera de réfléchir à la Casbah comme des bâtisses à restaurer, quand on cessera de réfléchir à la Casbah comme un laissé pour compte qu'on va sortir à chaque fois pour dire voilà ce que nous avons fait, ce que nous allons faire. Non, il faut réfléchir à la Casbah comme étant un élément intégré du Grand Alger. Il faut réfléchir à la Casbah comme étant un élément complémentaire et sans lequel la ville d'Alger n'est pas Alger. C'est tout le sens de la réflexion qui doit être menée actuellement. Et là, si vous permettez, on va passer par le BAB à la base. Ça veut dire que nous avions en 1833 2800 quelque chose de parcelles. Nous devons retrouver cette propriété de 2800 parcelles et commencer par là. C'est-à-dire que là, on va redémarrer, on va dire, voilà, cette parcelle appartient à telle personne, elle n'existe pas, on va la chercher, cette famille. Donc on va remonter dans le temps. On va essayer de retrouver la descendance. On va revenir pour avoir des éléments juridiques stables. Il faudra éviter que d'ici 10 ans, des gens viennent se présenter et dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait de ma parcelle dans un cadre ou dans un schéma général d'aménagement ou de revitalisation de cette Casbah. Il faudra qu'à partir de là, lorsqu'on aura déterminé ces éléments-là, soit nous, l'État ou les sociétés civiles, et je dis bien la société civile, le secteur privé, dans le cadre de la démocratie participative, rachète dans le cadre de fondations aussi, de consortiums, rachète ces biens-là et l'intègre pour avoir cette liberté juridique et légale d'intervenir sur cette parcelle et l'intègre dans ce schéma général pour lequel l'avis des associations et des propriétaires et des utilisateurs est indéniable, est indispensable si nous voulons réussir comme a réussi l'Allemagne depuis 1996 dans ce cadre précis. Vous savez que c'est le mot de la fin ? Non, mais si, et je vous remercie beaucoup d'être venu, Monsieur Moustapha Mazzouz. Je rappelle que vous êtes juge international des règlements des litiges auprès du Tribunal international de Londres. Merci d'être passé par les studios de Radio M et pour Accès Libre. Ça a été un plaisir. Plaisir réciproque. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine. Merci, salut. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.